Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez assisté tout comme moi au tirage des barrages de Ligue des Champions 2024-2025 qui va quand même ouvrir un tableau plus qu'intéressant entre directement les 16e de finale qui se joueront les 11 et 12 février pour les matchs allés, 18-19 février pour les matchs retour et ensuite de ça on aura accès au 8e de finale avec un nouveau tirage au sort qui n'a pas été fait en même temps que les 16e de finale, ce que je ne comprends absolument pas, mais je pense que les Suisses et l'UEFA ont juste envie de refaire une cérémonie pour le plaisir, pour la médiatisation et reboire du champagne ensemble et manger des petits fours ensemble évidemment, parce qu'ils auraient très bien pu faire les tirages des 8e à la suite des barrages pour qu'on soit directement fixé sur la suite du programme, en tout cas de la Ligue des Champions, mais à leur convenance, à eux de se prendre la tête ou pas, je ne sais pas. Mais on a quand même eu quelques bons tirages, il y a eu quand même des surprises, il y aura des chocs, il y aura des contenus un peu déséquilibrés, il y aura aussi un petit peu ce côté maladroit de réunir des clubs d'un même pays, ce que franchement je n'approuve pas du tout dans cette nouvelle formule, dès les 16e de finale du moins. Autant dès les 8e, tu changes un peu les règles et tu mets les mêmes pays, c'est pas trop grave parce que ça va forcément arriver, mais dès les 16e, je trouve ça un peu chiant, surtout que tu as eu quand même une phase de poule assez intéressante avec 8 équipes en tout cas affrontées à chaque fois, et surtout que tu affrontais globalement des équipes vraiment d'horizons très différentes, avec des niveaux très différents, et aujourd'hui tu te retapes un club de ton pays dès les 16e, je trouve ça un peu moche. Après, il n'y a que Brest-Paris de concerné, mais honnêtement, je trouve ça un peu dégueulasse. Après, en tant que supporter du Real Madrid, on va en parler. J'avais dit qu'on allait se taper City, on se tape City. Et pour ceux qui disent d'avance que le Real Madrid se tape que des clubs faciles, sachant qu'en 2022 et globalement ces dernières années, on se tape des parcours hyper durs du début à la fin, là cette année, ça va pas faire exception à la règle. Le Real Madrid, on le verra plus tard, aura un parcours de fou s'ils veulent arriver en finale. Enfin bref, au-delà de tout ça, on va faire ensemble du coup du début jusqu'à la fin du tableau et je vous laisserai mettre en commentaire vos avis sur les tirages, vos pronostics et on verra qui de vous et moi a eu les meilleures impressions quand on verra les résultats. On verra ça. En tout cas, pour commencer par Brest-Paris. Alors comme je le disais, confrontation 100% française, ça fait chier parce que quand tu vois Brest qui peut sur un match te surprendre, qui a fait de très belles choses contre le Real, qui a fait avec ses moyens et son faible budget par rapport aux autres et un faible groupe en termes de qualité-quantité, a fait un excellent parcours, a fait quand même pas mal de surprises, a battu pas mal de bons adversaires, arrive quand même à gérer en Ligue 1 malgré l'enchaînement des matchs et un calendrier chargé. Et aujourd'hui, tu es fait affronter Paris, la meilleure équipe française qui surclasse le championnat de loin, sur un format aller-retour avec le retour au Parc des Princes. Honnêtement, j'y crois pas. Là, c'est vraiment du 90-10 pour Paris, voire du 95-5, tu vois. Le football, c'est plein de surprises, c'est une richesse monumentale, culturelle et en termes de folklore et de spectacle, mais je vois pas Brest faire l'exploit sur 180 minutes contre Paris. Ou du moins, ce serait franchement lunaire, quoi. Parce que Paris, vu leur forme du moment en plus, vu l'exploit qu'ils ont fait contre City et les derniers matchs aussi contre Stuttgart, etc., et la différence d'effectifs, je vois peut-être Brest faire un match nul à domicile, mais après au Parc des Princes, ça va être beaucoup trop dur. Après, voilà, comme je dis, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, un peu dégoûté pour Brest, qui faisait un parcours assez mémorable, et qui de l'autre côté, voilà, le vainqueur de la confrontation affrontera soit Liverpool, soit le Barça. Honnêtement, peu importe qui le PSG pourrait prendre en huitième de finale, pour moi ils sont pas favoris. Parce que Liverpool, meilleure équipe d'Europe actuellement, ils surclassent la Première Ligue, ils surclassent la Ligue des Champions. Pour moi, il n'y a pas photo. C'est Liverpool actuellement les mieux placés pour tout gagner cette saison, avec Arne Slot qui a créé une tactique, avec des joueurs qui sont plus motivés que jamais, qui sont plus tranchants et solides que jamais. Et le Barça qui est dans une forme olympique en Ligue des Champions, beaucoup moins en Liga, mais qui a peut-être le jeu avec Liverpool le plus attrayant, flamboyant, spectaculaire d'Europe, tu vois. Et qui pour moi, aujourd'hui, n'aura pas peur du PSG, mais le PSG, tout comme le Barça, a les qualités des défauts du Barça. Tout comme le Barça a les qualités des défauts du PSG. Pour faire mal, bien sûr, là où ça fait mal. Et franchement, ça ferait une confrontation assez électrique et flamboyante. Même si pour moi, je le répète, Liverpool-Barça serait favori contre Paris. Ça serait du 60-40 à mon sens, tu vois. En plus, eux, ils recevraient au retour. Donc d'office, ça les fait, ça leur donne un avantage en tout cas considérable, même si on l'a vu lors des dernières confrontations, par exemple PSG-Barcelone, être à domicile ou à l'extérieur, peu importe, parce que chaque fois l'un avait gagné chez l'autre, donc c'est assez compliqué, tu vois. Surtout qu'en plus, imagine Paris bat Liverpool ou le Barça, ils pourraient même retrouver en quart de finale Lille, qui sera soit ici, soit à l'Aston Villa, mais du coup Lille qui pourrait, imaginons en étant ici, battre soit Bruges, soit l'Atalanta, et retrouver Paris en quart de finale, ce qui ferait encore des équipes françaises bien placées qui s'affronteraient, et avoir du coup une équipe française en demi-finale par la suite. Mais ça serait vraiment un parcours exceptionnel pour les équipes françaises, qui ont déjà montré que on est loin de l'image de la Farmers League, et
que ça peut vraiment créer quelque chose de plutôt bon déjà pour l'indice UEFA, mais aussi pour le parcours des clubs français et leur histoire. Mais déjà, avant ça, t'as Bruges contre l'Atalanta. Bruges qui s'est qualifié un peu au forceps sur les derniers instants, les dernières journées. En fonction aussi du parcours des autres équipes qui étaient très mal placées, qui ont un peu de choc sur les dernières journées. Mais l'Atalanta, qui va les recevoir aussi au retour, a montré une très belle saison, de très belles choses contre le Barça, de très belles choses contre le Real, qui a fait aussi une belle saison en Serie A, qui est globalement avec Gasperini a un jeu très attrayant et très impressionnant de tactique, de discipline et de rigueur, etc. Et pour moi, l'Atalanta, tout comme le PSG contre Brest, ne perdra pas contre Bruges. Même si Bruges a montré de belles choses par phase contre City et d'autres gros clubs, pour moi l'Atalanta est trop au-dessus à tous les niveaux pour ne pas perdre en tout cas sur les deux matchs confrontation aller-retour et retrouverait soit Aston Villa ou Lille. Et là par contre je trouve que l'Atalanta contre Aston Villa ou Lille serait par contre dans la peau du favori. Parce qu'ils ont fini moins bien au classement, mais je trouve qu'ils jouent mieux, ils sont plus solides, plus efficaces. Et pour moi, l'Atalanta a plus cet ADN d'aller loin que Aston Villa ou Lille. Mais après, comme je le répète, une fois que tu arrives en huitième de finale, tout peut se passer. En plus, Lille est galvanisé par son bon parcours et peut vraiment jouer sur ce côté folie surprise qu'ils ont apporté en étant septième quand même de la phase de groupe. Après, Emery, c'est un spécialiste des Coupes d'Europe. Ce qui fait qu'Aston Villa, c'est très bien. Il a perdu quand même quelques joueurs au mercato. À voir après les recrues qu'il a pu faire, je n'ai pas très bien vu et suivi tout ça. Mais quand tu perds John Duran, que tu perds des joueurs comme ça peut porter préjudice au moment décisif pour aller chercher des bonnes places plus tard en Ligue des Champions quand les matchs vont compter à élimination directe. On verra bien. Mais clairement, dans cette moitié-là du quart de finale, dans ce quart de tableau, je dirais, le favori, ce sera soit Liverpool, soit le Barça. Et il va falloir faire très fort pour Paris, l'Atalanta ou Aston Villa ou Liverpool, enfin ou Lille, pardon, pour les sortir. Mais là, vraiment, il y a une grosse ouverture côté Barça ou Liverpool pour aller chercher les demi. Donc attention. De l'autre côté, on a Manchester City et Real Madrid. Alors forcément, t'as un City qui n'est pas au top de sa forme, t'as le Real qui n'est pas non plus au top de sa forme, mais qui reste quand même premier de Liga, qui s'est qualifié en grimpant des places petit à petit et pas trop loin du top 8 en Ligue des Champions, qui a déçu contre Lille, qui a déçu contre le Milan AC par exemple, hein, qui a coûté clairement le top 8, et c'est avant tout au Real de s'en vouloir, hein, d'avoir un tirage aussi dur jusqu'à la fin, parce que là t'as City, t'as potentiellement l'Atlético pour un derby dès les huitièmes. Une équipe que Ancelotti a du mal à battre, hein, l'Atlético Madrid. Hein. On l'a vu encore ces dernières années, c'est souvent des matchs nuls, c'est des fois des défaites. Il a un bilan contre Simeone qui est très mauvais, tout comme contre le Barça, Ancelotti qui est très mauvais. Alors qu'à l'époque de Zidane, c'était quasiment que des victoires contre l'Atlético, que des victoires ou des nuls contre le Barça et très peu de défaites. C'était, je crois, 2 défaites contre l'Atlético sous Zidane, 2 défaites contre le Barça sous Zidane. Donc tu vois, il y a quand même des choses à nuancer avec Ancelotti qui a du mal à outrepasser la tactique un peu dure du Cholismo et aussi aujourd'hui dans le Flick et globalement du Barça, mais le Real Madrid du coup qui devra batailler soit contre l'Atlético ou les Leverkusen si on passe City, hein, si on passe Guardiola, parce qu'aujourd'hui City Real Madrid c'est un peu devenu le nouveau classico de l'Europe, tu vois. Ces derniers temps c'est soit on les affronte en quart, soit en demi, soit en huitième, enfin voilà, maintenant c'est même en 16e qu'on les affronte, c'est quand même un truc de fou depuis 2018-2019 à quel point on peut les affronter quasiment tous les ans, mais comme on le dit, pour aller au bout il faut affronter les meilleurs, et même si City n'a pas le Rodri, que De Bruyne est pas au sommet, que Haaland galère, qu'il y a pas mal de structures à refaire à City, qui a fait pas mal de recrues, avec Marmouche, avec sa défense aussi, qui a été refaite, à mon sens, aujourd'hui, le Real est quand même favori par rapport à City. On va recevoir au Bernabeu en plus, donc globalement, on peut avoir cet avantage-là du terrain et des circonstances, mais je pense que ce City-là, même en étant blessé, il faut se méfier des bêtes blessées, parce qu'il peut tout se passer, la vérité des matchs d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas celles de la vérité de demain, et le Real Madrid ne joue pas non plus un football flamboyant. Le Real Madrid ne domine pas, n'a pas une pression incroyable, ne contrôle pas ses matchs, et a une défense recomposée qui peut faire extrêmement mal, hein. Si jamais tu as des erreurs, des grosses bourdes, tu vois un match, même si tu penses être le meilleur sur le papier, tu peux très bien faire une faute carton rouge, une faute penalty qui te nique le match, et tu peux très bien te retrouver à courir derrière le score et à ne plus jamais avoir la main mise sur la confrontation. Et pareil sur la double confrontation. On a vu que les City Real, ça donnait lieu à pas mal de surprises, entre les remontées, les séquences où le Real avait été ultra défensif, avait tenu le coup contre City qui surdominait largement, le Real Madrid avait par moments dominé City aussi, donc franchement il peut tout se passer.
Et pour moi, je me méfie vraiment d'un petit City de cette saison, parce que la Ligue des Champions, c'est là où les joueurs se galvanisent, comment dire, se remettent sur le droit chemin, mais il peut tout se passer. Et après, ben, si, imaginons on passe, même si je suis entièrement confiant, hein, pour moi, c'est quand même du 55-45 pour le Real Madrid ou peut-être du 60-40 vu les formes du moment, mais le Real doit se méfier avec ses arts latéraux qui prennent l'eau, avec les espaces qu'on laisse derrière, notre jeu de transition défensive qui est catastrophique et City peut en profiter. Ils ont des joueurs de classe mondiale, donc attention à ne pas se croire trop beau, trop vite, trop haut et ça pourrait vraiment démolir nos ambitions. Si le Real sort dès les 16e de Ligue des Champions, bah après ils vont se focus que sur la Copa del Rey et la Liga et je pense qu'on ira chercher les 2 trophées ou au moins un. Mais c'est clair que ce serait un énorme échec et je pense que Ancelotti ne résistera pas à ça et que Xabi Alonso viendra directement après ça au Real Madrid. Ça c'est clair et net parce que sortir dès les barrages, ce serait vraiment une énorme chute pour City ou le Real et ça, il faudrait en tout cas en tirer les bonnes conclusions et circonstances et ce serait finalement que la conséquence de notre mauvaise campagne de Ligue des Champions en phase de groupe. Et voilà, et au bout d'un moment, il faudra assumer les conséquences, assumer l'irrégularité et assumer toutes nos erreurs. Voilà. Même s'il y a eu beaucoup de blessures et tout, le football, la tactique que l'on met en place, elle est très mauvaise et ça dépend pas des blessés, tu vois. Enfin bref, en tout cas, affronter Leverkusen de Xabi Alonso, ce serait quand même assez incroyable dès les huitièmes de finale, ça serait quand même assez symbolique en vue d'une possible passation de pouvoir. Après, derrière, t'as la Juventus qui affronte le PSV, et je pense que le PSV a de bonnes chances de passer, hein, parce que la Juve de Thiago Motta, elle enchaîne beaucoup de nuls, elle perd pas beaucoup en Serie A, voire pas en Serie A, mais par contre, en Europe, elle avance pas beaucoup non plus. Et pour moi, le PSV, attention. Attention le PSV qui peut faire très mal dans les transitions, qui peut faire très mal à une Juventus qui galère à marquer des buts, qui en prend pas beaucoup, mais dès qu'elle encaisse, après elle a du mal à remonter. Et pour moi, Thiago Motta, c'est un très bon coach, mais je pense qu'il a un groupe qui lui convient pas par rapport au jeu qu'il avait à l'époque à Bologne, et qu'il n'arrive pas à motiver ses troupes, il n'arrive pas à ajuster les problèmes, il y a beaucoup d'erreurs aussi et de faillites individuelles, et même s'il a demandé Kolo Muani, qu'il a demandé d'autres joueurs au mercato, à mon sens, Thiago Motta n'a pas encore eu suffisamment de temps pour que la mayonnaise prenne à la Juventus. On atteste le cas Vlahovic qui est plus que remplaçant et annoncé partant, mais ce que je veux dire c'est que la Juve peut faire partie des grosses équipes entre guillemets à sortir dès les barrages. On verra bien contre une équipe un peu moins forte sur le papier, mais globalement après t'as Arsenal ou l'Inter Milan, là ça ferait quand même un gros parcours, hein. City, Atlético ou Leverkusen, Arsenal ou Inter Milan. Franchement, le Real, pour aller en demi-finale, faut batailler, hein. Et après, t'affrontes soit Liverpool ou le Barça, laisse tomber. Franchement, là, il peut y avoir beaucoup de classicos cette année, beaucoup de derbies cette année, beaucoup de grands matchs cette année pour le Real, qu'ils ont du mal à gagner. Mais attention, ça peut aussi forger une équipe. Affronter des petites équipes, c'est aussi être sur un faux rythme. Gagner facilement des 5-0, 5-0, c'est un faux rythme. Alors que quand t'affrontes que les gros, tu te concentres plus, tu prends plus le rythme et tu passes les étapes en devenant plus fort, en apprenant plus à chaque match, surtout pour tes jeunes joueurs. Et franchement, c'est plus que bénéfique. On verra bien. Mais pour moi, le favori de cette moitié de tableau, c'est clairement Liverpool ou le Barça. Et après, advienne que pourra au fur et à mesure des tours, parce qu'il peut très bien avoir des mauvaises séries qui peuvent arriver et tout couler, tout comme tout remonter, ça dépend, on verra bien. Mais pour moi, ici, un Real Barça ou Real Liverpool en demi-finale, franchement je signe, je signe. De l'autre côté de tableau, on aura Monaco Benfica et moi je pense que Benfica est largement favori par rapport à ce qu'ils ont montré contre la Juve, ce qu'ils ont montré contre le Barça. Benfica c'est une équipe jeune, en progression, qui joue un très beau football, qui fait pas la meilleure saison de sa vie au championnat portugais, mais quand même qui a un groupe équilibré et puissant, qui a vraiment de très bons potentiels par rapport à Monaco qui est en Ligue 1 et vraiment en ce moment sur une série pas ouf, qui était de base fait pour affronter le PSG comme un concurrent direct et au final ils ont perdu énormément de points que ce soit à domicile ou à l'extérieur. En Ligue des Champions ils avaient mieux commencé que fini. Et malheureusement pour eux, ben, c'est pas un club qui est très régulier, c'est pas un club Monaco malheureusement qui a ce qu'il faut pour aller loin. Et dans tous les cas, ils iront pas forcément beaucoup plus loin parce qu'ils affronteront le vainqueur de Barça-Liverpool. Donc à voir si le Barça se les taperait en huitième de finale pour se venger de la défaite qu'ils ont subie en début d'année, mais c'était à 10 contre 11 très rapidement, mais après il faut respecter les règles pour pas prendre de carton rouge évidemment, et ça peut tout changer, c'est un fait de jeu comme un autre, mais pour moi Monaco c'est une équipe qui peut être impressionnante, mais la plupart du temps qui est décevante, et Benfica... Barça, Monaco-Barça ou Benfica-Liverpool ou Monaco-Liverpool, dans tous les cas on aura des beaux matchs, mais je pense que cette équipe-là, ici, ne battra jamais l'équipe Barça-Liverpool en aller-retour. Surtout en étant au retour chez eux à l'extérieur. Ce sera beaucoup trop compliqué. Voilà. Ensuite, Sporting Portugal, Dortmund. Alors, le Sporting Portugal, s'ils avaient eu en coach encore
Amorim, qui aujourd'hui mange son sel, son seum et son sang du côté de Manchester United, je t'aurais dit que le Sporting était favori. Avec un Gyökeres en feu et tout. Aujourd'hui, Gyökeres est toujours en feu. Là, il est un peu blessé. Il n'a pas joué le dernier match de phase de groupe. Ils sont passés quand même au forceps. Parce que de base, ils étaient quasiment éliminés. Dortmund, c'est une équipe en championnat qui est à la dérive complète. Et en Ligue des Champions, qui a fini quand même devant le Real en termes de goal average. Qui a perdu contre le Real, mais qui a quand même fait une saison très bonne, hein, qui avait même tenu la dragée haute au Barça, on s'en rappelle, qui avait aussi perdu, mais qui avait quand même été intéressant en Ligue des Champions par rapport à la Bundesliga, une équipe qui a viré Nuri Sahin pour prendre Niko Kovac, je crois si je dis pas de bêtises, et qui doit restructurer sa tactique, son équipe. Ils ont failli perdre Adeyemi cet hiver au mercato et finalement il n'est pas parti. Donc une équipe, tu vois, qui certes à la dérive, mais je pense qu'il peut outrepasser l'obstacle Sporting Portugal, qui est trop irrégulier, qui n'est pas assez bon au niveau européen cette année, et qui manque de structure par rapport au départ d'Amorim, qui avait pourtant battu City, qui avait pourtant fait de très belles choses, mais le départ d'Amorim a tout bousculé et a tout perturbé au point même que je crois qu'en championnat, ils avaient beaucoup d'avance et maintenant ils en ont peut-être plus autant, il faudrait que j'aille vérifier, et je crois que Porto avait été un peu remonté, il faudrait que j'aille voir. Mais sinon, le vainqueur affrontera Aston Villa ou Lille, qui offrirait, je pense, une confrontation très ouverte et un peu indécise. Je ne saurais pas dire qui pourrait aller en quart de finale pour affronter le Barça ou Liverpool derrière, mais ça serait ouvert. Après, le Celtic, Bayern. Alors, le Bayern, ils sont contents, ils ont chopé le Celtic et pas Manchester City. Donc, je pense que là, aller-retour, il n'y a pas photo, ils vont aller en quart de finale, enfin en huitième de finale, contre Leverkusen ou l'Atlético Madrid. Et ce serait quand même très drôle. Ce serait quand même très drôle que merde, comment il s'appelle, que le Real se tape l'Atlético en huitième et que Leverkusen affronte le Bayern en huitième aussi pour faire des confrontations Allemagne-Espagne encore, 100% Allemagne, 100% espagnol. Et voilà, après, ben, Leverkusen, ils ont l'avantage un peu psychologique par rapport au Bayern Munich. Ils les ont sortis en coupe, ils ont fait match nul chez eux là, il n'y a pas longtemps. Ils vont les affronter en championnat en plus en février là à Leverkusen pour essayer de relancer le championnat à fond et leur mettre la pression. Ça serait quand même hyper drôle qu'entre-temps, tu es encore une double confrontation contre le Bayern et qu'après le Real qui affronte Atletico dans pas longtemps bah, fasse une double confrontation en Ligue des Champions. Surtout qu'il y a aussi encore une potentielle demi-finale aller-retour de Copa del Rey à jouer, que le Real pourrait tomber contre l'Atlético ou le Barça. À la fin, t'aurais trop de classico, trop de derby, on se quitte plus quoi. Mais franchement, ça serait électrique. Et pour moi, les Leverkusen, dans le cas où ils affronteraient le Bayern, pourraient aller en quart de finale ici. Tu vois, après, ce serait indécis, parce que c'est quand même des grosses équipes et tout. Mais Xabi Alonso sait jouer le Bayern. Il est pour l'instant très bon contre eux au niveau du bilan. Donc, il aura cet avantage psychologique-là. Et le fait après qu'il y a la malédiction d'Harry Kane qui continue de peser de tout son poids sur le Bayern. Donc, à voir. Mais par contre, un Bayern-Atlético, je pense que l'Atlético passe aussi le Bayern. Honnêtement, hein. L'Atlético du Cholismo, cette année, ils sont pas sous-estimés. Hein. Ils ont une équipe plus équilibrée, plus complète, qui joue différemment que uniquement derrière. Et pour moi, ils ont les armes pour faire mal au Bayern, ou du moins pour aller loin ici dans cette phase de groupe, hein, tout comme avec phase d'élimination directe. Voilà. Après, tu as Feyenoord, Milan AC. Alors, Feyenoord, ils ont fait quelques bons petits résultats. Et le Milan, c'est pas l'équipe la plus régulière du monde. Ils ont quand même pris la Super Coupe d'Italie il y a pas longtemps. Ils ont battu, comment il s'appelle, des grosses équipes. Mais après, en Europe, ils ont perdu contre Dynamo Zagreb l'autre jour. Et contre Sessao, même si je l'aime bien, tu vois, c'est pas un giga bon coach. Il ramène des trophées de temps en temps, mais je veux dire, c'est là actuellement, on l'a vu, il s'embrouille l'autre jour avec son capitaine, il a failli en venir aux mains devant tout le monde. C'est très compliqué du côté du Milan AC en ce moment. Ils font des recrues et le ménage aussi en même temps dans l'effectif, mais c'est pas une structure actuellement d'un grand club comme on le connaît. Et je pense que ils passeront Feyenoord, mais après derrière contre l'Inter, ce qui serait encore très drôle, hein, un derby encore, une équipe 100% italienne ici. Bon. Ça serait un petit peu lourd hein, d'avoir des huitièmes de finale avec que des confrontations 100% du même pays, quasiment, ça ferait chier. Mais si on y va, clairement l'Inter Milan est favori contre eux. Tout comme Arsenal sera favori contre le Milan, au niveau du jeu, au niveau de la tactique, de l'effectif. Arteta, il va broyer le Milan de Conceição, ça j'en doute pas. Et après, franchement, tu as un tableau qui reste ouvert, comme on en a parlé de l'autre côté, mais il y a beaucoup de confrontations qui sont intéressantes. Mais d'ailleurs, ouais, tu vois, les quarts de finale se jouent pas avant le 8 et 9 avril. Donc, tu vois, il y a quand même 2 mois entre les barrages et les quarts de finale. Donc, il peut vraiment tout se passer au niveau de la forme du moment de chaque équipe. Et le tableau est plus que ouvert. Enfin, bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous avez pensé des tirages et des embranchements. Et puis, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les amis!